Vous avez été plusieurs à le demander, pas le choix. Voici donc la suite de l'introduction à LT-Spice. Bidouilleur, salut! Cette vidéo, et il y en aura d'autres, fait suite à la vidéo numéro 183 d'introduction au logiciel gratuit de simulation électronique LT-Spice. Dans cette vidéo, je montrais les premiers pas, donc ce qu'il faut faire pour exécuter sa première simulation. Vous avez été plusieurs à réclamer une suite à cette vidéo. Il y a encore plusieurs choses à vous expliquer sur la simulation de LT-Spice. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment exécuter une simulation en courant alternatif de petit signal, ce qui nous permet de tracer une courbe de réponse en fréquence d'un circuit. Je vais aussi vous montrer comment produire un stimuli autre qu'une onde sinusoïdale traditionnelle. Mais débutons d'abord avec quelques petites astuces pour nous faciliter la saisie du schéma électrique de simulation. Alors débutons par quelques petites notes pratico-pratiques. Des petites choses qui sont peut-être pas évidentes à première vue, puis plutôt que vous faire perdre votre temps, j'ai pensé vous donner quelques petites idées. Entre autres, quand il s'agit de faire une rotation de la pièce, bien sûr, si vous sélectionnez, et là je vais faire F8 pour faire un déplacement, là. Voilà. Si je la déplace, bien, on peut faire CTRL-R, bien sûr, pour faire la rotation de la pièce pendant qu'on fait le déplacement. Okay? On ne peut pas faire une rotation si on n'est pas en train de déplacer la pièce. Okay? Et c'est la même chose pour une autre fonction qui s'appelle miroir, mirror. Souvent, lorsqu'on on veut placer une pièce et la connecter, dans le cas d'un transistor, ça va arriver que les électrodes, les trois contacts ne seront pas dans la bonne orientation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va bien sûr déplacer la pièce. Et du même coup, on va aller, et je vous le montre ici dans le menu, là, on va aller faire un miroir qui est CTRL-E. Rotation, c'est CTRL-R, je vous l'ai fait. Alors, j'aurais pu faire CTRL-E, ce qui fait l'effet de miroir. Donc, la pièce aura été renversée tout simplement. Si vous remarquez, un miroir vertical. Et par la suite, si on ferait notre CTRL-R pour la rotation, bien, on l'aura, les trois électrodes, dans la bonne orientation. Donc, il faut jouer avec les deux pour arriver à placer le transistor et d'autres pièces, bien sûr, plus complexes que simplement des pièces à deux électrodes, là, pour arriver à la placer dans la bonne position. Alors ça, c'est miroir, bien important de se rappeler de ça. Il y a une autre chose aussi qui est un peu sous silence. Si vous allez au bas du menu complètement, vous voyez ici « Draw », donc « Dessine ». Et il est possible de dessiner des formes qui n'ont rien à voir avec des connexions électriques. C'est simplement des formes qu'on met sur le dessin comme ceci. On ne peut pas connecter des fils là-dessus. C'est simplement pour rehausser notre dessin, créer des blocs, faire des cercles, tracer des lignes, mais ce n'est pas des connexions, là. Et on peut évidemment, après, par la suite, si on clique avec le bouton droit sur la forme, on peut changer le type de pointillé et on peut évidemment effacer la pièce en question. Et l'autre chose que je voulais vous souligner, c'est la différence entre une directive au simulateur et un simple texte. Une directive va toujours débuter par un point. Et si on va en écrire une, on a cliqué ici sur le bouton Spice Directive, donc .op, ce qui nous amènera une fenêtre dans laquelle on peut taper une directive qui, évidemment, sera toujours débutée par un point. Si on veut mettre juste du texte, un commentaire par exemple, on pourrait écrire ici, diode. Et ce texte diode, ben, je pourrais le mettre ici, mais c'est en bleu, vous remarquerez. Et ce n'est pas relié du tout aux pièces en tant que telles. Vous pourriez écrire n'importe quoi. Tandis que les directives, si je simule ça, puis j'ai écrit n'importe quoi ici, le simulateur va s'écraser, va me donner une erreur, va dire je ne reconnais pas la directive. Mais le texte, évidemment, ça peut être n'importe quoi. Alors maintenant, passons à une autre des simulations. J'en ai parlé, mais je n'ai pas vraiment décrit comment le faire, c'est-à-dire l'analyse en CA. Donc, une courbe de réponse en fréquence de entrée-sortie, donc sortie versus entrée. Alors, c'est ce qu'on appelle l'analyse en CA. Alors, lorsqu'on ouvre le menu pour modifier la commande de simulation et qu'on choisit l'onglet AC Analysis, donc l'analyse CA, on peut entrer les paramètres nécessaires à faire
le balayage en fréquence. Et bon, on peut choisir le type de balayage, mais on prend toujours un balayage des CAD par coût de multiplication par 10, d'accord? Bon, il y a d'autres types, vous pourriez faire un balayage linéaire, vous pourriez même fournir une liste de fréquences, mais le balayage de décade, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. On peut se donner un certain nombre de points pour chaque décade, disons 100. Plus vous mettez de points, plus ça va prendre du temps pour faire la simulation, mais avec des circuits simples, ça ne fait aucune différence, mettez-en beaucoup. Une centaine de points par décade, c'est bien correct. On fournit la fréquence de départ. Ici, j'ai mis une fréquence de 1 MHz, donc 1 million. On fournit une fréquence d'arrêt, donc la fréquence maximale. Remarquez la notation que j'ai utilisée. J'ai utilisé la notation scientifique. Parce qu'il vient un moment donné où les zéros, là, ça devient difficile à compter si on veut écrire 100 millions ou 1 milliard, donc 1 gigahertz. Ça ne va plus, là. Donc, 100 E6, c'est 100 exposant 6, donc c'est 100 MHz. Okay? Alors ça, vous noterez, puis il n'y a pas d'unité, on ne met pas d'unité de mesure. C'est toujours juste le chiffre. Le simulateur s'attend à voir ici une fréquence. Alors une fois que ça c'est fait, ça aura créé évidemment 7 directives au compilateur. Ça leur aura ajouté à la page. On pourra faire une simulation. Alors là, le filtre que vous voyez, c'est un filtre que j'ai conçu et construit dans une série de 2 vidéos pour accompagner un récepteur SDR avec réception HF. C'est un filtre qui coupait à 14 MHz, je crois, ou 15 MHz, un filtre passe haut. Et pour les fins de l'explication, je l'ai repris tout simplement. Alors comme vous voyez, c'est 4 condensateurs et 3 bobines. Alors, pour faire la simulation convenablement, j'ai défini une source en entrée, et si je clique bouton de droite dessus, vous verrez que j'ai défini une source ici à droite pour faire une analyse AC, donc, et ce qu'on appelle une analyse à petit signal. Donc j'ai mis une amplitude de 1, ça n'a aucune importance puisqu'on travaille avec des pièces passives ici. S'il y avait eu des pièces actives, ça aurait été un peu différent évidemment. Donc il y aurait eu des limites de tension et ainsi de suite, là. Mais comme c'est des pièces passives, ça n'a pas d'impact. J'ai mis une amplitude de 1 volt. Et je pourrais définir une phase, la phase du signal, mais ce n'est pas nécessaire ici. Alors là, j'ai créé cette source. Je pourrais aussi définir une résistance série, donc son impédance, si vous voulez, l'équivalent de son impédance à cette source. Et je mettrai 50 ici. Mais dans le cas de mon dessin, je l'ai mise à l'extérieur. Okay? Alors ici, on a une source d'impédance 0, c'est une source parfaite, à laquelle on rajoute une résistance série de 50. Donc on a ici une source de 50 ohms, si on regarde les deux ensemble. Alors, pour terminer, j'ai aussi mis une résistance, une terminaison de 50 ohms. Donc on va simuler ce filtre avec des caractéristiques de 50 ohms, entrée et sortie. Alors si on fait la simulation, on n'obtient rien, mais c'est simple, c'est parce qu'il faut choisir le signal qu'on veut analyser. Alors, si je viens ici sur le graphique et je choisis le signal en sortie et je clique dessus, on me met automatiquement la courbe de réponse en fréquence en décibels. C'est bien fait quand même, puisqu'on fait une analyse de petit signal CA. Le simulateur le sait qu'on veut faire des analyses en décibels et on a la phase ici, en pointillé, du côté droit. OK? Alors, maintenant, si on zoome, si on regarde ce graphique de plus près, on va s'apercevoir que, si je sélectionne le paramètre à mesurer, on va s'apercevoir en regardant en bas à droite ici, voilà, qu'il y a quelque chose comme 6 décibels hein, d'atténuation permanente dans la bande passante. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, 6 décibels? Ben, il y a un diviseur par 2. Je retourne au schéma. Et c'est parce qu'on a fait une simulation avec une résistance de 50 ohms ici et une résistance de 50 ohms ici. Alors, si on voulait faire une simulation qui va tenir compte plutôt du fait que c'est vraiment entre ici et ici qu'on veut faire la simulation et non pas entre ici et ici. C'est ce que l'outil fait puisqu'il mesure l'entrée. Il ne considère pas ceci comme faisant partie de la source. Alors, ce qu'il faut faire, c'est simplement, on peut sélectionner la sortie comme on a fait tantôt, mais on va aller ensuite diviser l'entrée par l'entrée. Donc, on va faire sortie divisée par entrée. Vous allez comprendre, je vais le faire ici. Alors, en cliquant avec le bouton de droite sur ce paramètre ici, on peut venir modifier l'équation mathématique qu'on veut afficher. Alors, si je fais
V de sortie divisé par V de entrée, comme cela. L'outil va maintenant nous afficher vraiment le gain en décibels et la phase entre les deux points, le point de sortie et le point d'entrée. Et si on regarde la courbe, bien, on voit tout de suite qu'on est centré sur le 0. Vous voyez, l'atténuation tourne autour de 0 ici. Et vous le voyez ici d'ailleurs. Alors, petit détail, ne vous demandez pas où étaient partis les 6 décibels. C'était tout simplement que l'outil par défaut prend le signal que vous avez sur lequel vous avez cliqué, divisé par la source de petit signal. Alors, il fallait tenir compte du fait qu'on avait un diviseur résistif entre cette résistance-ci et cette résistance-ci, puis à mi-chemin, c'est la moitié de la tension sur un diviseur résistif de 2 résistances de même valeur. Alors, c'est d'où le 6 décibels. OK, alors ça, c'est la simulation de petit signal, très utile, entre autres, lorsqu'on bâtit des filtres. Alors maintenant, on va regarder comment construire un petit inverseur de signal. Donc, une entrée de faible amplitude va créer une sortie TTL inversée avec un simple transistor 2N2222. Il y a plusieurs petites choses que j'aimerais vous montrer. La première, c'est le fait qu'on peut créer un stimuli qui est plus complexe qu'une simple onde sinusoïdale. Ce qu'on prend souvent pour faire des analyses en CA, on peut définir des impulsions. Dans le cas présent, on peut définir une forme de signal qui aura des points qu'on crée les uns après les autres. On peut, par exemple, dire qu'au temps 0, on aura une amplitude de 0 volts. Au temps 1 milliseconde, on aura une amplitude de 0 encore une fois. Donc, on aura un plateau bas. Au temps de 2 millisecondes, on aura un niveau 1. D'accord? Au temps de 5 millisecondes, on aura un niveau de 1, et ainsi de suite. On peut créer une forme d'onde comme cela. Donc, j'ai dit 1, ça pourrait être 0.7, 0.723. On peut définir vraiment la forme qu'on veut et on peut ajouter des points. Alors, c'est l'utilité de cette définition ici. PWL. On pourrait aussi créer une simple impulsion avec les deux tensions, le délai, le temps du front montant, le temps du front descendant, est-ce qu'on répète un certain nombre de cycles, la période, et ainsi de suite. Ça, on peut créer ça aussi comme cela. Donc, moi, j'ai défini tout simplement une forme d'onde et on verra que ce n'est pas une onde carrée. Okay? C'est une onde avec les côtés comme ça, un peu en pente. C'est simplement une impulsion que j'ai créée ici. C'est ce qui va nous permettre de voir le fonctionnement de l'inverseur, évidemment. Donc, on a un signal d'amplitude 1 volt, d'accord? Qu'on peut définir à notre guise. Alors, j'ai évidemment aussi choisi un transistor. Un transistor, on peut le choisir, si je fais cliquer de droite, là, on peut choisir le type de transistor qu'on désire. Il y a toute une série de transistors qui sont définis. J'ai pris le 2N2222, qui est le classique, comme d'ailleurs le 2N3904, le classique NPN. Mais la plupart des transistors communs y sont. Il y en a de différents types. Là. Évidemment, ce sont seulement les NPN. On aura un autre choix de PNP, on aura les FET, les MOSFET, et ainsi de suite. Là. Tout ça, on vient évidemment choisir dans le menu un différent composant et ensuite, on choisit la définition. Et chacune de ces définitions-là a les caractéristiques nécessaires pour modéliser le transistor en amplitude et en fréquence, tout y est. Donc, c'est bien d'avoir déjà toute une série de transistors de fournis. Alors, ça, c'est réglé. J'ai choisi 2 résistances pour, évidemment, limiter le courant avec une amplitude d'1 volt et ici, faire une pull-up lorsque le transistor ne fonctionne pas. Et j'ai mis une source de 5 volts. Donc, on va convertir à un signal de 0,5 volts. Alors, si j'exécute cela et qu'on regarde le signal de la sortie, voilà, et on va aussi regarder le signal en entrée. Donc, j'ai affiché les 2 signaux. Je vais grandir tout cela et je vais changer la couleur pour que ce soit plus clair. On va mettre rouge pour le deuxième. Alors, on voit bel et bien ici le signal d'entrée en rouge. Vous voyez, je vous avais dit que c'était une pente, là, donc des fronts montants, fronts descendants. Ça, c'est le signal d'entrée. Et voici la réponse en sortie du transistor, c'est-à-dire un niveau haut qui est inversé
qui devient niveau bas par rapport à l'onde d'entrée et qui redevient haut parce que la pull-up tire vers le haut. Donc, ici, on aura vu qu'il est possible de créer des formes d'ondes qu'on désire. On peut même fournir une liste très complexe pour créer des formes d'ondes très complexes. Et tout ça, j'ai évidemment utilisé dans la fonction de simulation transient, donc transitoire, dans laquelle on aura fourni un temps d'arrêt après un certain temps pour pas que l'outil continue à simuler indéfiniment. Et je lui aurais dit de commencer à sauver les données à partir de 1 milliseconde et de faire des sauts de 100 microsecondes pour la simulation. Et il y a d'autres paramètres qu'on peut essayer, comme par exemple, on peut forcer les sources d'être à 0 volts dès le départ. On peut aussi dire à l'outil d'arrêter la simulation lorsque les niveaux constants ont été atteints et qu'il n'y a plus de changement. Mais parfois, ça ne fonctionne pas très bien, cette option. Donc moi, je préfère spécifier le temps d'arrêt. Et comme ça, ben, le simulateur va s'arrêter à ce temps-là. Alors ça, c'était la simulation avec des formes d'ondes différentes. Bon, alors je m'arrête ici aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos de cette série, je vais vous montrer comment, entre autres, faire l'importation de modèles de pièces qui ne sont pas déjà dans la librairie de LTSpice. Je vais vous montrer comment faire une simulation Monte-Carlo et je vais vous montrer comment créer des blocs de schémas électriques, comme des sous-schémas. Demeurez à l'écoute donc. Merci et à la prochaine!